Bonjour, mon nom est Jonathan de la boutique La Machine à café. Donc, on vient tout juste de terminer le tournage de notre deuxième balado. On était avec Samuel Huet, un client qu'on a ici, un client régulier. Donc, on a parlé de toutes sortes de sujets. Ce qui est intéressant, c'est qu'il vient amener un point de vue différent du nôtre, ce qui peut être intéressant. On a parlé des types d'infusion, on a parlé d'AeroPress, on a parlé de drip, on a parlé de café filtre, on a parlé de ses coups de cœur au niveau des torréfacteurs, ses coups de cœur au niveau des blogs. Donc, vous allez pouvoir découvrir ça dans cette balado-là. Donc, je vous invite à venir consulter notre balado. Et puis, j'espère que vous allez apprécier le moment autant que nous, on l'a apprécié. Merci et bon café. Alors, bonjour, bienvenue à notre balado mensuel. Aujourd'hui, on reçoit Samuel, un de nos clients, un de nos habitués ici à la boutique. Pour ceux qui ont écouté la première balado, vous allez voir qu'il va y avoir un certain clash, si on peut dire. On recevait Paul de chez Café Aga, vraiment plus traditionnaliste. Samuel, lui, est un explorateur, si je peux dire ça comme ça. C'est le bon terme. Oui, c'est le bon terme. Hein? Il aime ça. Comme je disais un petit peu là, dans la première balado, j'ai parlé de toi un petit peu pour t'introduire. Et puis, je disais, d'après moi, il a goûté à tous les micro-torréfacteurs au Québec, sauf s'il y en a un qui est sorti hier. Non, c'est une longue quête. On ne peut pas boire assez de caféine dans une journée pour arriver au résultat que je veux arriver, mais je veux aller vers ça. Oui, j'imagine. Donc, aujourd'hui, j'ai invité Samuel un peu, comme je disais, pour faire un clash par rapport à un peu notre philosophie ici. Samuel est je peux t'appeler un coffee geek, c'est vraiment ça. Je pense que c'est le bon terme. C'est le bon terme. Il adore à peu près tous les styles d'infusion ou d'extraction de café. Autant que tu me disais tantôt, tu étais un peu plus dans le café filtre. Si tu veux, on peut partir avec ça aussi. Oui. Le filtre, je me suis procuré un V60 avant les fêtes, puis là, je te dirais que ça fait partie de mon quotidien, mais je prends toujours au moins un espresso par jour, puis un V60 ou souvent même un AeroPress. AeroPress, c'était ma première infusion filtre, là, à part les machines à café que tout le monde a dans leur cuisine. Ouais. Puis c'est ce qui m'a vraiment donné de l'intérêt là, à explorer le café. Mais l'espresso, ça reste quand même quelque chose d'intéressant, là, qui est pas mal une quête quotidienne aussi. Oui, c'est ça, parce que je sais que tu es très perfectionniste. Ouais. De ce côté-là, tu essaies vraiment d'avoir l'extraction la plus parfaite possible, bien que ça ne soit pas tout le temps évident. Là. Mais dans le café filtre, qu'est-ce que tu apprécies là-dedans? Par rapport, par exemple, à l'expresso, qu'est-ce que tu vas chercher que tu ne retrouves pas dans ton expresso? Bien, le filtre, je pense que ça permet de mettre en valeur vraiment les subtilités aromatiques du café. Ça va permettre d'aller chercher d'autres choses, beaucoup le terroir. Donc, c'est pour ça qu'on parle souvent qu'on va associer le filtre aux troisième vague parce que, justement, on laisse le café davantage s'exprimer. L'espresso, on peut aller chercher une expression, mais elle va être vraiment différente. La trame aromatique va être beaucoup plus corsée. Même si on prend des cafés troisième vague qui sont extrêmement difficiles à extraire, d'ailleurs, sur des machines espresso, les deux répondent à des besoins différents. Là. Puis justement, sur des groupes de Facebook, puis souvent, je pose la question, pourquoi vous prenez telle méthode d'infusion plus qu'une autre? Puis dans le fond, c'est une question de goût. Là. On vient avoir des habitudes, mais on dirait que ces temps-ci, je me sens barista maison pas mal, donc j'essaie beaucoup de trucs comme ça. Là. OK. Puis présentement, Café Filtre, as-tu des coups de cœur que tu as découverts récemment? Y a-tu des choses des cafés que tu as aimés plus que d'autres pour ton Café Filtre? Le Café Filtre, là, présentement, je suis vraiment en exploration très méticuleuse. Là. J'ai un chiffrier, là, puis je regarde le marché, un chiffrier Excel. Je regarde le marché, l'offre qui se fait sur le marché. Quand j'ai commencé avec ma machine espresso, c'est là que j'ai dit, bon, là, je commence à être plus sérieux dans mon approche. Je m'arrange pour avoir les bons équipements pour faire les bonnes extractions. Puis là, rendu là, je voulais comprendre le marché. Puis c'est ce qu'on a commencé ensemble au début. Je regardais l'offre que vous aviez sur les tablettes. Puis après ça, j'ai regardé aussi l'offre des torréfacteurs au Québec, micro-torréfacteurs. Puis je suis un peu tombé dans ce qu'ils appelle le rabbit hole. Donc, de plus en plus, mon chiffrier est étoffé. Fait que j'ai une liste. Là, on ne va pas assez de caféine dans une journée pour aller jusqu'où je veux aller. Donc, mes coups de cœur présentement, là, je suis sur Faro parce que Faro, ils ont deux volets un peu plus classiques. Puis
Puis ils ont aussi des trucs plus... des petites productions. Des cafés un peu plus funky, comme eux autres disent. Oui, puis là, je suis là-dessus, mais il y a la Brûlerie du Quai là, qui m'impressionne beaucoup dans leur approche. Ils ont une opération commerciale en Gaspésie, puis ils sont partis de loin. Puis tu vois qu'ils ont l'air assez solides dans leur façon de mettre de l'avant les produits de très haute qualité. Puis ils ont 3 gammes de café. Puis je sais qu'ils vendent partout dans le monde. Là. Donc, ils ont vraiment réussi à adresser un marché. Puis c'est ça, j'ai beaucoup d'intérêt pour ça, là, dans le fond. Ceux qui sont capables de couvrir large, parce que dans le fond, on se rend compte, on dit souvent troisième vague, puis ça devient un terme super galvaudé, mais je pense que la troisième vague, avant tout, on essaie de mettre de l'avant les produits de spécialité, les petits producteurs, puis s'assurer que le producteur il soit rémunéré de la bonne façon. Donc, on peut partir longtemps là-dessus. mais justement, la troisième vague, moi, c'est un sujet auquel des fois, avec certains producteurs, j'ai un peu plus de difficultés. Parce qu'avant qu'on commence la balado, on a parlé un peu de démocratiser le café. Oui. Ce que j'ai de la misère avec un peu, puis j'en ai parlé précédemment aussi, ce que j'ai un peu de misère, c'est souvent, oui, il y a un prix de rattaché à ça. Mm-hmm. Sauf que, est-ce que, puis je donne tout le temps la même exemple, est-ce que parce que le torréfacteur connaît la personne qui va ramasser le grain dans le champ, il y a une plus-value au café? Ou il y a autre chose en arrière que je comprends pas ou que je ne maîtrise pas dans ce type de torréfaction-là? Là, c'est sûr, tout ce que je dis aujourd'hui, moi, je suis vraiment un simple amateur. J'ai aucune... dans le sens, je veux juste mettre la table dans la mesure que des fois, ça se peut qu'il y ait des choses que je ne comprenne pas encore parce que je suis encore dans une exploration assez tôt. À date, ce que j'ai compris du marché, il y en a qui font de l'approche le plus directe possible, mais quand ils disent direct, c'est pas dit qu'ils vont travailler nécessairement directement avec le producteur, le fermier. Mm-hmm. Mais je pense qu'il y en a qui vont passer quand même par des distributeurs, les grossistes. Le but, c'est peut-être de réduire le plus possible la chaîne d'intermédiaire entre le fermier puis le torréfacteur. Ça, c'est un des aspects. Puis plus tu réduis cette chaîne-là, plus que l'argent va aller à la bonne place, normalement. Puis ça, ça va aider les fermiers parce que là, le prix du café, là, une des choses qui m'intéresse ces temps-ci, que je lis beaucoup, c'est le café de commodité qu'on dit, dans le fond, qui est le café plus traditionnel. Mais ce café-là, dans le fond, il est tradé à la Coffee Exchange à New York, tout à fait. Qui est comme un bien de consommation comme l'avoine ou le pétrole ou peu importe. Là, c'est ça. Puis dans le fond, ça fait que ça maintient un prix. Ça l'a aidé beaucoup les producteurs dans le temps où les prix étaient peut-être plus élevés que le coût de production. Mais là, aujourd'hui... depuis 2008, ça flirte avec le 1 $, là, puis c'est pas quelque chose de viable pour les fermiers là, à long terme, surtout si on veut que les fermiers augmentent leur qualité de production, leur méthode de travail. Puis souvent, c'est des petites fermes, même des fermiers individuels qui doivent se mettre ensemble pour pouvoir produire, vendre leur production. Oui. Donc, je pense que le café de spécialité, ça va aider les fermiers à continuer de vivre de ça. J'entendais qu'il y a des histoires de fermiers qui sont obligés d'abandonner leur production alors que c'est depuis des générations parce que c'est pas viable, parce qu'ils ne sont pas capables d'intéresser leurs enfants à faire ça. Donc, je pense qu'on a une mission en tant que consommateur aujourd'hui d'essayer de comprendre un peu plus. Puis malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de marketing dans le marché traditionnel qui essaye de couper le plus possible la relation entre ce qui se passe dans les pays producteurs puis les consommateurs. C'est plus facile de fermer les yeux des fois c'est d'habitude. Oui, tout à fait. Mais il y a les gros de ce monde aussi qui ne sont pas capables de s'approvisionner chez des gens comme qui tu parles, les petits fermiers, ces choses-là. Ils sont obligés d'aller dans des méga productions. Puis à ce moment-là, c'est l'ouvrier, ça je suis parfaitement d'accord, là, c'est l'ouvrier dans le champ qui est payé pratiquement rien. Puis c'est probablement le producteur lui-même qui se met de l'argent dans les poches en bout de ligne. Je le comprends tout à fait. Mais comme je disais un petit peu en entrée, c'est qu'il y a des torréfacteurs qui vont... il y en a des torréfacteurs de troisième vague qui vont avoir un certain prix, puis il y en a d'autres qui vont avoir des prix qui sont complètement démesurés, que ça va devenir, comme tu dis, un café de spécialité, où est-ce que tu n'auras pas nécessairement les moyens de le boire tous les jours. Oui. Oui. Ben, ça devient des cafés de dégustation. Je peux ramener ça au vin aussi. Souvent, ceux qui aiment le vin, ils vont prendre des bouteilles plus la semaine, un petit peu moins cher. La fin de semaine, ils vont se permettre une bonne bouteille. Dans des occasions spéciales, ils vont se permettre des grands crus. Je
pense qu'il y a de la place dans le marché pour ça. Puis il faut se laisser peut-être la chance de la créer, cette place-là. Puis je pense qu'on est chanceux. À notre époque, on est comme à un point charnière. Parce que là, présentement, le marché évolue beaucoup. L'offre, elle a l'air grosse, mais pour moi, elle va encore continuer de se développer. Puis, il y a plein de menaces à la production de café dans le monde là, présentement. Là, je pense justement à l'économie. L'environnement. L'environnement en est un. La capacité, justement, au prix du café de commodité, de continuer de produire. Puis l'environnement, surtout, au début, j'essaie de comprendre. Puis je ne comprenais pas trop les leviers. Puis c'est assez simple, là, parce que dans le fond, les cafés de qualité, là, l'Arabica, là, il va vraiment s'exprimer de bonne façon dans des conditions assez particulières. Puis ces conditions-là, si on les change, bien là, il faut se déplacer. Les maladies vont être plus favorisées, dans le fond, sur les caféiers. Donc, c'est assez fragile comme équilibre, comme dans beaucoup de produits de consommation qu'on va apprécier, comme le vin, tout ça. Il y a comme un point charnière. Fait que je pense qu'il faut être ouvert par rapport à ça, justement, en tant que consommateur, pour justement s'assurer de rémunérer correctement. Il y a de la recherche qui se fait là-dessus aussi, mais plus qu'on met de l'intérêt là-dessus, plus que je pense qu'on va arriver à shifter le marché tranquillement. Sauf que je me rends compte en discutant avec les gens que cette pensée-là, moi, je suis comme un geek. Là. Fait que, dans ma tête, on est plein de monde comme ça, là, mais il y a très peu de gens qui ont l'intérêt d'aller jusque-là. Puis moi, c'est un peu ça, dans le fond, dans mon quotidien, j'essaie de discuter avec les gens puis de les amener à avoir ce niveau de compréhension-là là, des enjeux. Oui, tout à fait. Moi, l'inquiétude que j'ai personnellement, c'est qu'on voit, comme tu dis, l'offre se multiplie. Comme on a vu un peu dans les microbrasseries, là, c'est qu'à un moment donné, les gros sont arrivés. Oui. On les connaît, là, on n'a pas besoin de les nommer. Puis, ils sont mis à racheter les petits. Puis déjà, il y a eu une phase qui s'est passée il y a quelques années avec un gros du marché qui s'est mis à racheter Brûlerie Mont-Royal ou des choses comme ça. Je ne sais pas si c'est Brûlerie Mont-Royal, là, c'est peut-être pas la bonne brûlerie, mais je sais que ça a commencé, mais ça l'a arrêté aussi. Mais à un moment donné, c'est que les petits vont se faire racheter par des gros. Puis à ce moment-là, on va perdre dans l'offre. Là. Bien, les micros, oui, ça se produit, mais si tu t'intéresses aux dépanneurs de spécialité, l'offre au Québec n'a jamais été aussi grande. Moi, je pense que c'est une question d'offre et de demande. Là, au même titre que même si on continue dans la troisième vague, les vendeurs de plus de machines à capsules vont continuer d'être là. Il y a une demande pour ça. Le monde aime ça, peser sur un piton des fois pour avoir juste une dose de caféine, peu importe le goût qu'elle a. Tant que ça goûte pas mal dans la fenêtre qui veulent avoir. Puis moi, c'est ce que j'essaie de créer. Je ne sais pas combien d'amis j'ai convaincu d'acheter un AeroPress, un V60, puis des méthodes d'infusion filtre, juste pour leur donner accès à quelque chose de nouveau, puis de mettre en valeur le produit qu'ils consomment quotidiennement, puis qu'ils apprécient souvent. Là. Ah, tout à fait, parce que la capsule, effectivement, va tout le temps rester. C'est une rapidité, c'est facile. On ne se casse pas la tête, on peut l'acheter n'importe où. Donc ça, oui, ça va toujours rester. Puis, mais on le voit, il y a une tendance, par contre, que les gens commencent à délaisser les capsules pour les mêmes raisons que tu as données pour les producteurs tantôt. L'économie, ça coûte cher. Oui. L'environnement. Pollution. Les gens sont un peu tannés. C'est bien beau de pouvoir mettre les capsules, les envoyer par la poste, là, mais il y a énormément de manipulation qui est faite là, avec le temps. Là, donc, les capsules, oui, sont là pour rester, mais il y a une diminution quand même. Puis je pense que c'est une bonne chose, comme tu le dis, puis toi, tu le fais quotidiennement. Tu essaies de convaincre des gens d'aller vers d'autres méthodes d'infusion qui sont plus économiques, puis qui sont plus au niveau du goût aussi, qui vont être plus là. Oui. Donc, je t'avais aussi demandé de nous préparer une petite liste là, de tes découvertes là, au niveau des torréfacteurs québécois, à savoir là, qui t'a le plus aimé ou pas nécessairement le plus aimé, mais selon les catégories, parce qu'on s'entend qu'il n'y a pas un torréfacteur qui a la même pensée là, de torréfaction. Fait que si tu veux... Bien, je te dirais que je suis tellement méticuleux dans mon approche que ça va assez lentement. Fait que, là, j'ai parlé de Brûlerie du Quai, que pour moi, j'ai un gros focus dessus parce qu'ils ils éduquent beaucoup. Puis ils ont un podcast, là, puis ils sont super le discours qu'ils tiennent, il n'est pas élitiste. Puis c'est un gros clash souvent. Quand on voit des trucs, les podcasts ou les vidéos sur les cafés, c'est souvent très, très niché. Le langage, il y a un paquet de connaissances, des fois, qui sont sous-entendues. Puis je trouve qu'ils font bien la façon qu'ils abordent le sujet, comment qu'ils le présentent aux consommateurs.
Puis comme je te dis, c'est parce que c'est tellement nouveau que dans mon exploration que il y en a tellement, j'en connais plein, mais j'ai pas eu le temps de me rendre jusqu'à ça que je veux essayer. Puis il y a aussi un prix à tout ça. Je suis pas prêt à payer n'importe quel prix pour le café que je vais prendre. J'ai l'impression que je vais me rendre là avec le temps. Mais c'est ça, je pourrais même dropper un paquet de torréfacteurs, mais pour moi, présentement, Faro, j'aime bien leurs produits. Là. Je pense qu'ils sont accessibles. C'est une bonne introduction. Ils ont une gamme pas trop large. Brûlerie du Quai, c'est mon prochain là, que je vais attaquer. Puis ce que j'aime beaucoup souvent, c'est qu'il y a des coffrets dégustation qui vont offrir. Là, tu vas pouvoir avoir pas trop des grosses quantités, là, puis pouvoir goûter à tout, de faire le goût, le palais avec plusieurs variétés différentes. Là. Puis justement, après ça, tu as la distinction entre les torréfactions plus foncées que tu vas privilégier dans un espresso, qui peuvent des fois se faire en filtre, mais des fois, ne sont peut-être pas torréfiés avec ça en tête, fait que ça va être moins intéressant. Fait que là, en plus, tu découpes les deux en deux, fait que ça fait encore plus de caféine à goûter. Là, c'est pour ça que c'est assez lent comme processus. Là. Mais je songe d'ailleurs avec des amis du coin, là, on s'achèterait des petites quantités, puis on se les partage. En filtre, c'est plus facile de boire des petites quantités, puis d'arriver à faire ta recette pour arriver à avoir une belle extraction. Là. Alors qu'à l'espresso, souvent, si le café est plus difficile, c'est facile d'aller passer un 300 grammes de café avant d'avoir atteint le God shot qu'on appelle, là, le café parfait. Là. Ouais. Donc, c'est à suivre. On en reparlera plus tard. C'est bon. Je pense qu'il y avait des sujets que tu voulais aborder avec nous. Je vais te laisser aller là-dessus. Bien, en fait, tu avais parlé quand on était pour faire le podcast, là, peut-être de te parler de mon journey, mon aventure dans le milieu de l'espresso, là, comment ça a commencé, tout ça. À fait. Puis c'est sûr, moi, j'ai une approche méthodique. Là, fait que j'ai vraiment... j'avais déjà une Breville Roma depuis 10 ans. Puis je m'en servais, mais j'aimais pas vraiment ça parce que, dans le fond, ce que je me rends compte, c'est que l'espresso, là, les gens, il y a comme un mythe autour de l'espresso. Tout le monde en parle, mais personne ne sait vraiment c'est quoi un bon espresso. Un espresso, tu as fait un voyage en Italie, peut-être que c'est ta référence, mais quand tu reviens ici, là tu cherches ton Italie, puis tu ne la retrouveras peut-être jamais. Non, je suis parfaitement d'accord. On a discuté aussi avec Paul chez Café Aga. Là. On arrive pas mal tous à la même conclusion. Mais ça n'empêche pas que tu peux aller vers cette quête-là, sauf que les gens, des fois, oublient qu'il y a un prix attaché à ça. T'sais. Moi, j'ai été avec un budget que je pensais raisonnable, puis arriver à des extractions correctes. J'ai acheté une Ascasso Dream PID. Puis là, l'idée, c'est que je voulais avoir de quoi que je pouvais contrôler les paramètres, la température. Il y a un timer intégré, tout ça, puis je trouvais ça intéressant. Puis après ça, ben, tu sais, il faut si tu veux avoir des bonnes extractions puis aller pousser la note pour aller chercher ce que le café peut offrir, ben là, il faut que tu pèses, il faut que tu aies une approche méthodique. Tu sais, moi, j'ai un cahier, je note les sortes. Ben, c'est parce que tu peux y aller de mémoire, sauf que tu te rends compte que finalement, ton goût, c'est relatif aux dernières dégustations que tu as faites. Fait que ça se peut que, je ne suis pas un professionnel de dégustation, donc je porte attention au goût, mais reste quand même que si tu veux aller chercher des trucs intéressants. On avait été chercher l'Aga, le Sumatra. Le Sumatra, là. Sumatra, oui. La première fois que j'ai réussi une bonne extraction avec ce café-là, là, il y avait des goûts de cerise qui étaient sortis. J'ai dit, OK, l'espresso, ça peut être ça aussi. Là. Puis j'ai l'impression que c'est facile de tomber dans le piège de OK, je vais faire à peu près ce qu'on m'a dit de faire, puis ça devrait donner quelque chose de pas pire. Sauf que l'espresso, c'est une quête quotidienne à chaque extraction. Si tu n'as pas des équipements très haut de gamme, puis avec des trucs que tu peux répéter la recette que tu as faite pour ton extraction, tu vas aller dans toutes les directions à tous les jours. Donc, plus que tu contrôles tes paramètres, plus que tu vas arriver à avoir des bonnes extractions. Puis c'est un peu l'aventure que j'ai suivie ça va faire quasiment un an, là, j'ai ma machine. Puis je continue. Là. Fait que, dans le fond, j'ai commencé avec une balance. Après ça, les breuvages latés, moi, je suis moins fan. Là. J'en bois de temps en temps, mais c'était pas vraiment la quête. Là. Fait que je suis pas encore dans le latte art puis tout. Sinon, qu'est-ce qui est intéressant? Les paniers, de considérer la dose, ta recette. Faut que tu maîtrises un peu la théorie de l'espresso là, si tu veux arriver à aller chercher des bonnes extractions. Là. Puis là, aujourd'hui, justement, j'ai fait le tour un peu de ce que je voulais faire. T'sais. Au début, j'essayais de prendre des plus grosses quantités pour être capable de mieux maîtriser le café que j'avais. Sortir, explorer dans toutes les directions, voir comment ça peut aller. Puis après ça, j'ai trouvé des super bonnes ressources en ligne, comme il y a un gars qui tient un blog qui s'appelle le Barista Hustle. OK. Puis eux autres, ils ont vraiment beaucoup
d'outils académiques là, pour vraiment tourner sur la théorie de l'espresso, mais qui permet, ils ont des graphiques qui te permettent de, si tu as une shot d'espresso qui est un peu trop amère, bien, qu'est-ce que tu peux faire? Bien, mettons, tu joues sur ta dose ou tu joues sur ton ratio, tout ça. Là. Fait que là, après avoir découvert ça, là, je te dirais que là, j'ai réussi à trouver de quoi de vraiment amusant puis de le fun. Puis quand tu as un problème, tu goûtes une shot puis c'est comme, ben, il me semble que c'est ordinaire. Mais là, tu te rends compte que juste en jouant un petit paramètre, là, tu t'en vas next level complètement. Tu peux tout changer. Là. Ouais. On a discuté dernièrement. Il y a la température aussi. Les gens, des fois, je ne sais pas si toi, tu l'as expérimenté, là, mais avec des cafés, selon la torréfaction, la température, là, vraiment, là, ça vient faire tout un changement au niveau du goût. Là. Tout à fait. Oui. Si je regarde le café, quand je l'ai, je regarde les grains, comment ils sont torréfiés, ils sont un petit peu plus huileux, bien là, ils sont plus torréfiés, plus foncés. Je vais essayer de réduire ma température pour justement pour pas aller trop fort sur le café. Si c'est un café qui est plus dur à extraire, bien là, tu montes ta température. Donc, mais la température, c'est pas un critère, c'est pas le premier critère d'ajustement là, que tu vas travailler. Là. Souvent, c'est plus de la finition pour aller chercher les dernières petites saveurs que tu n'es pas capable d'aller extraire. Là. C'est ça. Puis, évidemment, souvent, quelque chose que les gens oublient, ça va être la qualité du moulin. Tu as parlé de la machine tantôt, mais la qualité du moulin, souvent, va avoir beaucoup à faire. Des fois, les gens vont s'équiper, puis j'ai des exemples en tête, là, la personne va payer une fortune pour sa machine, mais va garder un moulin bas de gamme. Puis là, appelle ou vient en boutique ou appelle un ami ou peu importe, mais il ne réussit pas à sortir un expresso de qualité. Mais souvent, les gens vont négliger le moulin. Puis le moulin est aussi important que la machine, selon moi. Sinon plus, parce que exactement. Je pense que tu arrives à un certain niveau de machine, de qualité de machine, que ben, ça va s'équivaloir un peu, là, selon les gammes. Après ça, c'est le moulin qui va t'amener à le next level. Parce que dans le fond, j'essaie de comprendre beaucoup justement c'est pourquoi. Puis dans le fond, quand ils disent la qualité de ta mouture, l'uniformité de ta mouture, bien, c'est le contact avec l'eau. Là. Si tes grains n'ont pas la même surface de contact, ça ne va pas s'extraire de la même façon. Fait que, si tu veux des shots répétables, avoir la meilleure extraction possible, c'est vraiment le moulin qui va te permettre d'aller chercher toutes ces subtilités-là. Là. D'ailleurs, j'en suis victime moi-même. J'étais pressé quand j'ai acheté ma machine. J'ai acheté un moulin très, très correct, là, mais là, c'est mon target éventuellement. J'aimerais ça aller un peu plus loin. Oui, c'est ça, parce qu'un moulin, là, pour débuter, là, il y en a à partir de 325 $ qui vont faire le travail. Mais si on veut un moulin là, vraiment là, qui va perdurer dans le temps, qu'on va avoir, si on décide de changer la machine parce qu'on évolue vers autre chose, faut compter entre 700 et 1000 $ là, pour avoir un moulin là, vraiment que je pense du bon sens. Puis il va suivre toute votre évolution dans votre quête du café. Là. Vous n'aurez pas besoin de le remplacer. Mais c'est sûr que tout est une question de budget. Puis de faire moudre son café aussi chez un commerçant ou dans une brûlerie, où c'est une autre chose parce que si vous vous promenez d'un endroit à l'autre, ils n'ont pas tous les mêmes moulins. Puis quand même, vous demanderiez la mouture expresso, ça ne sera pas un gage d'une bonne extraction pareille. De toute façon, l'espresso, pour moi, c'est à chaque dose, tu peux ajuster. Donc, c'est quasiment un vœu pieux de penser qu'on peut avoir à moins que tu aies un fil pressurisé sur ta machine espresso, ben là, ça va pardonner, tu vas être correct. Le temps que la mouture, elle ne va pas faire choquer ta machine, ça va être correct. Mais effectivement, le moulin, c'est une quête infinie. Là. Je veux dire, puis même justement, si tu fais du fil puis de l'espresso, ben il y en a qui cherchent le Saint Graal d'avoir un seul et unique moulin pour faire les deux. C'est impossible. Puis, il y a une niche là, qui en font, là, le niche zéro, mais reste que, un, il est dur à aller chercher parce qu'il faut que tu le fasses importer. Puis deux, si tu as des problèmes avec, ben là, de faire avoir une garantie dessus. Puis ça. En tout cas, moi, je comprends l'engouement, là, mais sinon, il y avait Baradza là, qui en faisait, le Forte ou le Vario, mais c'est une question de purge. Là. Si tu gardes un petit peu de café qui reste dans ton moulin, ça va peut-être ruiner ton espresso. Parce que l'espresso, c'est tellement précis qu'un grain trop gros dedans, puis tu vas peut-être faire un canal, puis ce canal-là va ruiner ton extraction. Donc, c'est une quête. Les moulins, c'est une quête en soi. Oui, tout à fait. Puis il y en a tellement sur le marché là, que c'est à un moment donné, ça devient mêlant. Puis même, quand je suis certain... tu connaissais un petit peu, tu as dû faire un tableau pour choisir ta machine aussi. Non. Mais j'exagère, là, mais juste le choix de son équipement, c'est rendu compliqué aussi. Ouais. C'est important d'aller vraiment sur ce qu'on veut faire.
comme toi, tantôt, tu as parlé que tu étais plus café, mais pas café au lait. Ouais. Donc, l'Espresso te convient très bien pour ça, mais une personne qui est café au lait, l'Espresso, c'est une bonne machine, mais faut qu'il pense qu'il va devoir attendre 1 minute ou 2 pour que le thermobloc prenne en chauffe. Oui, 2-3. Se faire son lait. 3-4. 2-3 d'abord. Fait que c'est sûr et certain que chaque machine a son consommateur. C'est pour ça qu'il y a aussi un très grand choix. Mais aujourd'hui, si tu avais le budget, ce serait quoi la machine de tes rêves aujourd'hui? Ben, de mes rêves, il y en a qui parlent de Slayer là, à 15 000 là, mais c'est pas, l'espresso, pour moi, ça reste plus un trip de geek. J'aime bien le lead Bianca là, avec le flow profiling que tu peux faire avec l'espèce de paddle sur le dessus. Là, présentement, je fais beaucoup de recherches là-dessus pour comprendre l'influence justement du flow ou de la pression que tu peux faire varier avec certaines machines. Mais tu sais, comme je suis un geek, il y a des machines à levier là, que je trouve qui a l'air vraiment cool. Là, la Pavoni, le classique, là, il y a deux modèles, je pense, qui existent, là, que tu remplis toi-même la bouilloire, puis tout. C'est vraiment intéressant. Comme... les Pavoni, je ne les ai jamais travaillés. J'ai travaillé les Electra, qui sont des machines qui sont similaires. C'est des machines qui sont difficiles à travailler. Ah oui, mais là, c'est un truc de geek là, mais là, c'est très, très, très difficile à travailler. C'est difficile de maintenir tout le temps parce que tu n'as aucune assistance. Tu n'as pas d'aide. Là. Exact. Ce que tu as dans ta tasse, c'est parce que tu l'as fait de cette façon-là. Puis c'est de le reproduire à toutes les fois qui est difficile. Oui, mais en même temps, moi, ça ne me dérange pas que mon espresso, d'une fois à l'autre, il est différent. Okay. Comme tu vois, tu essaies de comprendre. Ah, OK, ben là, mon bloc d'extraction est peut-être un petit peu froid. Fait que la prochaine fois, je vais contrôler ma température. Tu peux faire un paquet de modifications aussi dessus. T'sais. Mais en même temps, il y a un équilibre à aller chercher entre OK, je veux ma shot à matin, j'ai 10 minutes parce que j'ai ma rencontre qui s'en vient. Puis geeker la fin de semaine. Parce que tu peux passer beaucoup de temps. Puis c'est ce que je dis aux gens. Les gens, il y a le mythe autour de l'espresso, je disais tantôt. Les gens, ils se disent « Ah, je veux faire l'espresso à la maison. » Moi, la question que j'ai pour eux, c'est « Es-tu prête à passer beaucoup de temps? » Puis c'est quoi tu veux? Parce que si tu prétends que tu veux aller chercher un espresso comme tu as en Italie, bien forcément, il y a des connaissances à acquérir, il y a du matériel à aller acheter pour le faire. Puis il y a beaucoup d'essais-erreurs, beaucoup d'achats de café, parce que forcément, tu vas en passer du café avant d'arriver à ce que tu penses que tu veux avoir. Puis j'ai l'impression que le marketing dans le marché, il nous vend du rêve tout le temps. Là, comme tu payes sur le piton, puis ça va marcher. Effectivement, ça, je suis parfaitement d'accord avec toi. On a souvent des clients qui pensent qu'ils vont déposer la machine sur le comptoir à la maison, la partir, puis que tout va se faire tout seul, comme par enchantement. Moi, ici, à chaque fois que je vends une machine, je dis tout le temps, la première semaine, là, invitez pas, là, on n'a pas le droit, là, on est en pandémie, là, mais invitez pas de visite à la maison la première semaine parce qu'ils n'aimeront pas votre café. C'est long, ça s'en vient-tu? Il n'y a pas rien à faire, comme un peu te dit, c'est de la pratique. Moi, je donne tout le temps un autre truc. Pratique, pratique, pratique. Il n'y a pas d'autre chose. C'est sûr que maintenant, si on recule, là, il y a 20 ans, là, quelqu'un qui s'achetait une machine à expresso, là, il était tout seul chez eux. Là. Il n'y avait pas Internet qui est développé comme aujourd'hui. Il n'y avait pas YouTube. Fait que ça, je sais que c'est une grande source d'approvisionnement, de connaissances pour toi. Là. Tout à fait. Justement, as-tu des sites peut-être à nous suggérer là, pour les débutants, quelqu'un qui commence, là, qui va avoir de la bonne information? Là, des fois, c'est un peu... c'est pas nécessairement de la bonne information qu'on va trouver. James Hoffman. Si j'en ai un seul à dire, c'est James Hoffman. C'est un ancien barista, champion du monde. Je ne sais pas, il va très longtemps. Il fait des vidéos de super qualité. C'est en anglais, évidemment. Là. Moi, j'écoute beaucoup de trucs en anglais. James, c'est comme un professeur là, qui t'explique tous les petits détails. Puis il fait de la recherche. Il va faire des essais style laboratoire, mais c'est rien de scientifique. Puis c'est abordable pour monsieur, madame, tout le monde. Puis il avait même fait une série sur comment faire le dial-in. Dans le fond, toute la méthode pour arriver à contrôler tous les paramètres pour faire une extraction parfaite. Okay. Il a fait une série de vidéos là-dessus. Fait que souvent, moi, je plug les gens, là, je plug cette série-là. Là. Si tu comprends ça, après ça, tu peux t'amuser. Là. Amène n'importe quelle torréfaction, puis tu devrais être capable de faire de quoi d'acceptable. Évidemment, les cafés plus light, plus bruns, plus third wave qu'ils disent, là, ça, c'est sûr que c'est plus une mission. Puis je pense que là, tu vas atteindre la limite de ton matériel si tu as un matériel pas trop haut de gamme. Ouais. C'est là qu'on parle peut-être de flow profiling puis de choses là, pour aller chercher des extraits parce que l'extraction est plus dure à aller faire. Je m'éloigne un peu.
Fait que James, honnêtement, moi, c'est James. Puis en français, ben, il y a eu des bons podcasts, honnêtement. Tu parlais de Brûlerie du Quai tantôt. Ils ont eu des petites chroniques. Justement, ils vont à petite dose, là, des petites chroniques pour justement pour les premiers pas, puis comprendre que c'est quoi qu'on essaie de faire aussi. Sinon, Café Normal, le podcast de Café Normal, une découverte que j'ai faite dans le temps des fêtes. L'ancien barista, je ne sais pas s'il est encore barista aujourd'hui, Sébastien Blondeau. Il fait très méthodique, il explique un paquet de sujets, un par un, pour comprendre le marché du café. Puis moi, c'est un peu ça que j'ai en tête. Là. J'aimerais ça que les gens ils comprennent un peu plus cet aspect-là. Parce que dans le fond, le café, ça fait longtemps qu'on en boit là, du café, mais ça fait pas longtemps qu'on essaie de mettre un prix sur la valeur du travail qui est en arrière de tout ça. Ouais, ça fait pas longtemps qu'on boit du bon café. Exact. On recule, là, moi j'ai 40 ans, je sais pas, tu as quel âge? 40. 40 toi aussi. Ben, quand on était jeune, en tout cas, moi chez nous, c'était comme ça, c'était du café instant. Okay. Fait que, tu sais, puis ça fait une trentaine d'années de ça. Là. Fait que, il y a une évolution. En 30 ans, il y a eu beaucoup d'évolution, puis elle a quand même été rapide. Puis avec la pandémie, là, ça a été multiplié par 10. Les gens se sont vraiment intéressés au café. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment différent. Puis dans les sites, les podcasts, ou peu importe, je sais que tu n'es pas très laté, mais est-ce que tu es allé te documenter là-dessus sur certains sites? Oui, mais exemple, le seul aspect du latte que je n'aborde pas encore, c'est le latte art, là, parce que c'est plus esthétique. J'en fais pour m'amuser, mais c'est pas ma quête. Ma quête, c'est le goût. Fait que, pour l'instant, tant qu'il y a un bel équilibre dans le goût, ça me va. Fait que pour les ressources, je veux dire, la recette de base pour arriver à faire de la micro-mousse, c'est pas extrêmement difficile. Fait que, j'ai regardé 2-3 vidéos, puis je sais à peu près ce que j'ai à faire pour arriver à avoir des belles textures de mousse. Ce que tu veux, c'est pas brûler ton lait. Là. Tout à fait. Après ça, est-ce que tu emploies un thermomètre ou oui. emploies un thermomètre? Un bon geek, c'est sûr, ça prend un thermomètre. Mais sinon, c'est pas mal ça. Là. Ouais. OK. Puis, tantôt, tu parlais de la Lolita Bianca. Oui. Ici, c'est une machine, honnêtement, qu'on adore. Le paddle qui est sur le dessus, je voulais juste préciser qu'ils le vendent séparément maintenant. Oui. Il n'est pas donné. C'est quand même un bon montant, mais qui peut être mis sur la Lolita Mara. Mm-hmm. Donc ça peut être quelque chose là, pour... mais pas nécessairement un débutant, parce que même la Mara, là, c'est une machine là, qui est pas donnée, mais que c'est une bonne machine pour débuter, là, pour quelqu'un qui veut commencer avec ça. En anglais, ils disent Heat Exchanger. J'ai pas trouvé le terme français pour une machine. Comme la Mara, dans le fond, là, c'est un Heat Exchanger. Là, dans le fond, la bouilloire dedans. Là. Oui, c'est un échangeur thermique ou un échangeur de chaleur. Là. Oui, parce que contrairement à la Bianca, elle, c'est une multi-boiler. Que vous avez une autre gamme. Mais encore là, c'est ça. Il y a des gens sur les groupes que je suis, ils disent « Ah, je veux m'acheter une méchante bonne machine. » Tu sais, moi, je parlais de Bianca tantôt parce que je veux geeker sur le flow profiling, mais tu sais, je suis pas sûr que c'est tout le monde qui va aller jusque-là. Je suis pas sûr que c'est la bonne machine pour tout le monde non plus. T'sais. Non, tout à fait. Comme première machine, c'est pas une bonne idée. Là, je pense que... Même quelqu'un qui, mettons, ça fait 10 ans que tu fais de l'espresso, puis tu te dis, OK, là, je me gâte, là. Pas sûr, moi, que c'est nécessairement. Là, parce que si le paddle il est en haut et tu t'en sers pas, ben, tu as peut-être mis $1,000 de trop sur ta machine que tu aurais pu mettre sur une machine acceptable, là, un heat exchanger, un petit peu comme la Mara, justement, là, qui semble très bien. Là. Oh non, mais Mara, là, ils ont 3 modèles maintenant. Là. Selon moi, là, il y en a un de trop. Là. Il y a la X, il y a la PL62X, PL62, puis il y a la PL62T. Et évidemment, ils ont chacun leur particularité. Mm-hmm. La Mara X, vraiment, ils ont fait une entrée fracassante sur le marché au niveau du prix. Elle est populaire. Elle est populaire. Ouais. C'est une machine qui est compacte. Oui. Ce qu'on ne trouve pas nécessairement partout dans ces styles de machines-là. Évidemment, il y a le groupe E61 qui équipe, je vais dire malheureusement, beaucoup de machines là, parce que ça empêche l'évolution un peu. Là. OK. Oh. C'est-à-dire que les fabricants ne se cassent pas la tête. OK. Ils n'auront pas essayé de développer parce que oui, le E61, c'est bien. Mais il y a peut-être autre chose qui pourrait être développé de mieux. OK. Mais il n'y a pas d'innovation. Je ne connais pas beaucoup là, parce que justement, je me limite à l'équipement que j'ai présentement, mais pour contrôler la température de la tête, tout ça, il n'y a pas d'innovation qui a été faite dans les dernières années. Ils ont fait des modifications, des choses comme ça. Ils ont apporté certaines améliorations. Excusez-moi, je vais m'étouffer. Oui, il y a eu des améliorations qui ont été faites sur le E61, mais je pense que ça l'empêche de tourner en rond les fabricants. Ils vont chercher la solution facile. Là, le E61, il est bon pour machine, je vais le mettre dessus. Ouais. Il y a d'autres fabricants. On parlait d'Escasso tantôt.
Eux autres sont sortis de là puis sont allés vers complètement autre chose pour offrir quelque chose de différent. Le 61, j'ai rien contre, ça va super bien. Il n'y a aucun problème. Mais je trouve que ça n'empêche l'innovation parce que c'est la façon facile de sortir une machine. Parce que en Italie, c'est pas un reproche, là, mais il y a peut-être 3-4 fabricants majeurs qui fabriquent beaucoup pour d'autres fabricants, pour mettre juste un nom. Oui, il y a plusieurs compagnies aussi, même dans les autres groupes, dans le fond, là, qui font la même chose, là, qui vont avoir une machine qui a un body semblable, puis ils vont le brander avec... oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. Ça se fait beaucoup sur le marché. Il faut faire attention, là, parce qu'il y a plusieurs compagnies qui vont fabriquer des machines. Ils vont fabriquer un modèle, mais qui va être vendu sur 3, 4, 5 noms. Dans le fond, ça dépend de quel pays, puis l'importateur et tout ça. Il y en a qui font ça. C'est pas des mauvaises machines pour autant, mais des fois, il va y avoir une différence de prix pour le nom. OK. Toi, tu penses qu'ils se bloquent dans l'innovation? C'est parce que, comme je dis, si on regarde surtout les Italiens, là, il y a le litre. Eux autres, je trouve, sont avant-gardistes. Pas juste le litre, mais je parle dans la machine abordable, là, parce que si on veut quelque chose de plus innovant, on doit aller, comme tu parlais tantôt, de la Slayer, mais là, il faut un budget vraiment incroyable. C'est tant mieux si vous avez si vous pouvez vous le permettre. Mais dans la machine abordable pour la plupart des gens, oui, je trouve qu'il y a certaines évolutions qui sont un peu bloquées. On pourrait aller ailleurs, on pourrait faire autre chose, on pourrait essayer autre chose, faire les choses différemment, mais c'est peut-être dans leur façon de faire, dans la pure tradition, pour rester dans la pure tradition. Mais comme on parlait de la Maro X tantôt, ce qui est le fun, c'est qu'il n'y a pas de PID, mais il y a une programmation de 3 plages de chaleur. Une température douce, moyenne, puis élevée. Fait que ça, c'est intéressant aussi, là, comme on parlait tantôt, pour ceux qui veulent vraiment changer là, de température au niveau, là, selon la torréfaction de leur café. Oui. Est-ce que tu avais d'autres sujets que tu avais préparés? Je pense que oui. Si tu nous avais préparé un menu. Non. Ben, j'avais des petites notes. Je me disais si on peut aller vers ces directions-là. On a parlé des méthodes d'infusion. Pour moi, c'est ça. On met l'emphase sur l'espresso, mais je pense que c'est ça. Dans le fond, c'est comprendre qu'est-ce que tu veux boire. Parce que le mythe de l'espresso fait que le monde dit « Je vais me gâter, je vais m'acheter une machine. » OK? Mettre 2-3 000 sur une machine. OK, finalement, j'aime pas ça, l'espresso. Pourquoi? Parce que tu n'en as jamais vraiment bu de l'espresso. C'est quoi l'espresso? Tu vas dans des coffee bars puis tu risques d'avoir des goûts différents aussi. Oui. Fait que savoir, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Puis je trouve qu'il faut se poser les bonnes questions. Fait qu'après ça, as-tu bu une bonne infusion filtre? T'sais? Le monde dit « Ah, j'aime pas ça le third wave, c'est trop acide. » OK, mais il y a des torréfacteurs, de plus en plus, ils savent qu'il y a un marché adressé. La torréfaction foncée a la cote depuis tellement longtemps, puis c'est la référence de goût des gens. T'sais. Moi, je pense qu'il y a un match à faire entre le très foncé puis le vert. Mais des fois, même, il y en a qui sont sous-développés, là, puis c'est peut-être comment dire, c'est une erreur de marché, là. C'est un trip, mais je pense que de plus en plus, les torréfacteurs, ils essaient d'offrir une palette un peu large. Je pense à Rabbit Hole, ce qu'il dit, David de Rabbit Hole, il dit « Mon objectif, c'est de faire le meilleur... c'était-tu un blend? En tout cas, la torréfaction foncée, la meilleure au monde. Là. Okay. Il y en a un dans sa gamme. Il veut l'offrir. Puis ça, je trouve ça vraiment cool. De dire, regarde, tu peux en faire des cafés qui vont mettre de l'avant le terroir, puis tu peux aussi faire des cafés qui vont te permettre, monsieur, madame, tout le monde, de se rapprocher de ce goût-là. Parce que même moi, personnellement, pendant longtemps, j'allais dans des coffee shops. Là. J'allais chez Structure Roaster à Montréal, puis là, il me faisait goûter des trucs, puis je voyais tripais, là. Moi, je tripais à l'écouter, là, mais tu sais, comme ce que je buvais, j'étais comme. C'était pas ça. Ben, j'étais pas rendu là dans mon goût. Okay. Ça se développe. C'est comme le vin. Si tu commences avec des vins haut de gamme, tu vas peut-être pas les apprécier à leur juste valeur. Je pense que les bons cafés, que tu as le terroir, que tu as des goûts que tu t'attends pas. Souvent, ils vont parler de bleuet, de cassis, des affaires vraiment complètement différents, qu'on n'est pas dans notre référentiel de goût parce que tu commences à boire du café, je sais pas, à l'école, cégep, tu bois des gros galons de café super torréfiés. Ah oui, puis c'est même j'ai commencé aussi. Fait que, c'est ma mission. Mes amis, tout le monde, j'essaie de leur ramener OK, qu'est-ce que tu veux boire, puis on va essayer de trouver qu'est-ce qui pourrait être convenant. Tu n'es pas obligé de payer 2000 pour une machine. Je suis parfaitement d'accord avec toi parce qu'ici, à l'atelier de réparation, on le voit. Quand une personne a dit « Ah, ça fait 2 ans que ma machine est dans le garde-robe ou est dans le sous-sol chez nous, puis elle ne marche pas », bien, c'est peut-être parce que tu n'as pas fait effectivement le bon choix. Peut-être qu'une bonne cafetière filtre, parce que ça, je tiens à le dire, là, il y a des cafetières filtres à 30$, puis il y en a à 300$, mais il y a réellement une différence. Puis une des différences majeures, on va revenir encore là-dessus, la température.
température, faire un blooming, dans le fond, dans les machines. La Breville, je pense qu'elle le fait. Là, elle va pré-infuser le café pour aller extraire le CO2 qui empêche de faire une bonne extraction. Bien, il y a plusieurs machines qui offrent ce genre de choses-là. C'est pour ça que moi, justement, il y en a que j'aiguille vers ça. Je dis, ben, pourquoi tu veux une machine espresso? T'sais? Si tu veux payer cher, va t'acheter une bonne machine filtre avec un bon moulin. Ça va te coûter 500-600$. Il n'y a pas de problème. Si c'est ça le besoin, d'avoir une bonne machine, OK. Oui. Mais la plupart des gens, je dirais que dans le café filtre, ne sont pas rendus nécessairement là. Ils vont être prêts à mettre une fortune pour une machine expresso, comme tu dis. Mais café filtre, pour eux autres, c'est un café souvent qui va être relié bas de gamme, pas cher. Puis ça, c'est un peu la faute là, des grands de ce monde. Là, le café de commodité, dans le fond. Exactement, ce que tu disais. Là. Mais des cafetières filtres, tu en as pour tous les budgets, mais payer 30$ pour une cafetière filtre, je suis désolé, mais c'est jetable, c'est pas réparable. Il y a des machines qui existent sur le marché qui sont réparables, qui vont vous offrir une température qui est intéressante. Tantôt, tu as parlé de Breville. Ça, j'ai mes bémols là-dessus, là, sur Breville, là, qui sont très bien cotés par certaines revues, mais qui, au point de vue fiabilité, je suis désolé, mais c'est pas nécessairement là. Moccamaster, je pense qu'il est comme une référence, mais je ne sais pas si c'est quoi que tu peux contrôler. Là. Moi, je ne connais pas beaucoup parce que je n'ai pas l'intention d'en avoir sur mon comptoir, là, mais je sais que les deux que je connais. Oui, bien c'est ça, mais il y en a un paquet, puis il y en a beaucoup qui sont à découvrir. Moi non plus, mon expertise n'est pas super développée au niveau du café fit, mais je sais que ça existe. Je n'ai pas de nom qui me vient nécessairement en tête. Je pensais que tu en avais ici. Oui, j'en ai. Je regarde, j'en ai. Je tiens une compagnie, mais je ne me souviens plus du... je ne suis pas très professionnel, je ne me souviens plus du nom de la compagnie. C'est pas ça que tu vends le plus. Non, c'est ça. C'est pas... c'est plus un... pour l'avoir en magasin puis de l'offrir en boutique pour la personne que c'est quelque chose qu'il chercherait. Mais il y a plein de compagnies. Puis, tu sais, ça peut être une compagnie très connue qui, malheureusement, qui est sous-représentée au Canada pour, surtout au Québec, là, pour des histoires de langue. Là, ils ne veulent pas traduire les instructions puis ils ne veulent pas traduire les boîtes. Là, mais Bonne fait de très bonnes machines résidentielles qui sont disponibles partout aux États-Unis, mais qu'on n'est pas capable d'avoir ici. Parce que les instructions et les boîtes ne sont pas traduites pour le Québec. Donc ça, je pense que c'est un peu dommage. Puis il offre quand même des machines là, d'une bonne qualité à un prix qui est acceptable. Si vous allez du côté américain, vous allez en trouver. Là. Ils en vendent même en grande surface. Puis c'est déjà mieux que d'autres marques. Oui, c'est ça. L'idée que ça se répare, là. Moi, c'est ça que je veux mettre de l'avant au Québec. Consommer local, des affaires qui se réparent. Les moulins, là, les bons moulins de qualité, ça se répare, ça dure une vie. Là. J'ai changé les meules sur mon vieux Baradza. C'est lequel que j'ai? Encore, là. Puis écoute, j'ai upgradé mes meules une coche au-dessus, puis la qualité de mouture est incroyable. Donc, c'est ça. Les amis que je vais orienter vers le filtre, là, ben, ton moulin, là, il peut te coûter quand même assez cher là, pour avoir une bonne mouture. Parce que c'est la clé. Là. L'extraction est aussi importante dans un petit peu moins. Ça pardonne plus que l'espresso, mais il reste quand même qu'il ne faut pas négliger cet aspect-là. Là. Alors, ça va tout le temps demeurer. Là, comme on disait tantôt, le moulin est aussi important, sinon plus que la machine. Ça, pensez-y bien quand vous faites l'acquisition. Si vous êtes capable de faire l'acquisition de la machine, vous dites, je vais retarder le projet du moulin. Écoutez, peut-être le retarder et avoir les deux parce que vous allez avoir beaucoup plus de facilité avec un bon moulin, avec votre machine, parce que ça va être dans le fond 2 apprentissages. Parce que là, vous allez vous battre quotidiennement avec des moutures qui ne sont pas nécessairement bonnes. Puis après ça, quand vous allez faire l'acquisition de votre moulin, bien, ça va être un deuxième apprentissage parce que ce ne sera pas pareil. Ah, clairement. Pas juste ça, mais je veux dire, c'est peut-être plus rébarbatif de dire il faudrait que j'achète mon moulin, mais tu sais que ça va te coûter cher. Tu risques de ne pas le faire, l'upgrade, puis ça risque d'être une erreur en soi. Là. Justement, dans mon upgrade de setup, éventuellement, c'est le moulin puis qui va égaler une machine vraiment plus haut de gamme éventuellement. Là. Mais le moulin, je vais vivre avec longtemps. Là. Puis tu regardes quoi comme moulin actuellement? Là, c'est sûr, le niche, il est intéressant. Par contre, le niche, c'est des meules coniques. Là. Puis les meules coniques, il fait des moutures qui sont un petit peu plus inégales. Mais il y en a qui apprécient ce fait-là. Ça se goûte. Mais je suis plus de meule plate. Là. Donc là, j'ai un que j'aime bien, c'est le Seado E5 SD, qui est SD pour single dose, parce qu'il y a un gros trip de single dose. Là. Le monde, ils veulent faire des moutures à la demande. Donc, tu pèses ton café à l'avance, puis tu as un moulin qui est capable de tout sortir, qui n'a pas de rétention. Mais c'est vraiment cher. Là. Fait que,
c'est un plus un rêve, là, mais si j'avais à changer, là, je regarderais peut-être pour ça. Les Seado sont vraiment intéressants. C'est une marque italienne. Là, puis ils font des trucs sur le comptoir qui sont très, très beaux en partant. Puis ils ont des grosses meules, assez grosses. Là. Je pense que les modèles haut de gamme sont 83 mm. Là. Ça commence à être du gros. À être du gros. Là. Parce que normalement, même dans le commercial, c'est rare qu'on va voir du 64 ou des choses comme ça, mais 83, ça commence à être... mais ça, c'est la grosse. Là. Là, je regarde, je pense qu'elle est 75, quelque chose comme ça. Là. OK. Un jour. Un jour, évidemment. Il faut l'accord du conjoint ou de la conjointe. Ah non, ça, c'est un trip tout seul, le café, malheureusement. J'aimerais bien partager à la maison. Ça me permettrait de goûter plus de café. On passerait plus de sacs, mais non. Ma blonde est sur le thé. Oui, c'est ça. Matcha, je pense qu'elle aime bien. Non, elle aime beaucoup les thés de camélia, là, sinensis. Là, elle aime beaucoup le oolong. Le thé oolong, là, je pense c'est un thé de Taïwan, là, puis, qui est très floral. Tout ça, puis le café Third Wave, moi, c'est ce que ça me rappelle souvent. J'ai longtemps bu du thé, là, puis j'ai beaucoup apprécié ces goûts-là. Très floral, très subtil. Puis les cafés de petits producteurs qu'on va goûter le terroir, ben on a des doux. C'est plus doux, parce que souvent, on va le filtrer avec un V60, tu as un filtre, tu as une clarté dans le goût. Ton café, il est comme... c'est comme un... Je sais pas, moi, j'aime ça déguster, là. Fait que tout le vin, le thé, le café, puis les cafés filtres, c'est là que tu vas aller chercher tout ça, là, cette expérience-là. Là. Oui, effectivement. Plus qu'on est pâle dans notre torréfaction, plus qu'on va aller vraiment, comme tu dis, le terroir, là, où on va aller chercher plus floral, plus fruité. C'est ce qu'on va réussir à aller trouver. Comme tu disais un petit peu, par exemple, on va chercher l'acidité souvent qui va avec. Mais effectivement, là, il y a certains torréfacteurs qui commencent parce qu'il y a des torréfacteurs auxquels que j'ai goûté. Puis ça reste uniquement là, dans les machines manuel qu'on peut s'aventurer là-dedans. Oui. Parce que dans une machine automatique, honnêtement, on a fait les tests avec plusieurs torréfacteurs, puis c'est vraiment pas bon. Là. Non, j'irai pas là. J'irai pas là. Mais nous autres, on l'a essayé parce que, évidemment, on ne se cachera pas que le marché présentement, je dirais que c'est à peu près 70-75% de machines automatiques pour 25 à 30% de machines manuelles. Puis les gens doivent poser la question. Ah, le café troisième vague, c'est-tu bon? Non. Oui, bien souvent, les gens souvent, les gens ne connaissent pas le terme troisième vague. Ils vont plus dire, j'ai goûté un café, c'était plus fruité, puis tout ça. Fait que là, on est capable de diriger le client, mais dans une machine automatique, honnêtement, là, l'acidité est juste augmentée. Il y a juste ça qu'on a en bouche pour avoir fait les tests. Et puis, évidemment, souvent, quand tu te référais tantôt à des goûts de cassis, de bleuet, de cerise, tout ça, ça, c'est bon pour les machines manuelles quand on les extrait comme il faut, comme tu nous le mentionnais. Ah, puis j'irais plus sur le filtre. Si tu veux aller chercher ces saveurs-là. Moi, le Third Wave, j'irais dans des trucs plus torréfiés quand même. Ouais. Mais je pense qu'il y a un équilibre entre le très torréfié puis le café plus brun là, qui tourne sur le verre. Là, je pense qu'il y a une très large palette. Puis souvent, ils vont faire des assemblages de plusieurs cafés de super bonne qualité. Parce que c'est ça l'affaire, c'est qu'on galvaude tellement le Third Wave que finalement, ça veut dire grand-chose. L'autre fois, j'étais chez un fournisseur de café, puis j'entends un client, je dis « Ah, mon chum, il veut le café Third Wave. » Puis là, le gars, il était comme « OK, ben il veut un café plus acide. » comme ça veut pas dire grand-chose. Fait que, il va falloir... moi, c'est dans l'éducation. Je pense qu'il faut démystifier. Pour moi, le Third Wave, ça représente surtout la possibilité de goûter des cafés de plus d'origine. C'est plus une façon de se rapprocher de l'origine. Donc, il vient de tel pays, telle région, si t'es chanceux, telle coop. Mais le Third Wave, je pense qu'il devrait être plus associé aux façons de le faire qu'au café. Je sais pas si tu me comprends. Tu sais, le drip, l'AeroPress. Je pense que c'est plus ça qui est associé à la troisième vague que le café lui-même. Parce que ces cafés-là ont tout le temps été là, ont tout le temps existé. Puis comme on avait en discussion avant, les personnes qui viennent, je l'ai eu avec Paul, cette discussion-là, les gens qui viennent de Russie, eux autres, ils l'ont inventé pas mal, là, le café de troisième vague, parce que c'est comme ça qu'ils boivent originalement. Ça fait 50 ans qu'ils boivent le café comme ça. Okay. Il y a toujours eu, à travers le monde, cette torréfaction-là. Fait que moi, je pense que c'est plutôt... Tu ne sembles pas être d'accord, mais c'est pas grave, on est obligé d'être d'accord. Quand on a commencé tantôt, c'était l'arrimage de se comprendre sur le langage. Je trouve que c'est ça qui est difficile. Des fois,
tu parles à quelqu'un qui était vraiment avancé dans ses connaissances ou que son domaine d'expertise, il était ailleurs pendant beaucoup d'années, puis d'arrimer à parler de la même chose. Puis des fois, ça prend du temps. Puis ça, le temps est toujours limité. Mais c'est ça. Mais ça reste que c'est une question aussi, à un moment donné, d'opinion ou pas nécessairement de connaissances. Mais c'est juste que troisième vague, ça veut dire tout et ça veut dire bien les affaires, mais c'est plus les âges du café, comme les époques, les ères du café. Moi, ce que j'aime comme terme, c'est le café de spécialité. Ça veut vraiment dire que tu veux distinguer le café de commodité du café de spécialité. Fait que c'est vraiment les deux différents. La commodité, ça se veut un goût générique dans la mesure que je pourrais pas dire si j'en consomme ou pas dans mon café, mais le café de commodité, souvent, c'est les grands de ce monde qui vont l'offrir, qui vont le vendre. Ouais. Puis le prix est dicté par la bourse du café, alors que les cafés de spécialité, souvent, ils vont être capables de sortir du marché de la bourse du café. Ouais. Puis pour moi, c'est les deux distinctions qu'on devrait faire. Après ça, les vagues, la première, deuxième, troisième, c'est plus pour présenter des époques, dans le fond, où on sort du colonialisme du café. Première vague, de café de grand volume. Deuxième vague, Starbucks. Des Starbucks de ce monde qui ont amené justement, le café, ça peut être autre chose que ce qu'on connaissait avant. Puis d'aller plus dans l'espresso, puis le latte art, puis les breuvages funky un peu. Puis la troisième vague, c'est vraiment, OK, maintenant, on fait quoi? On va dans le café de spécialité. C'est quoi je bois? C'est la question qu'on se pose. Pour moi, c'est ça la troisième vague. Ouais. Ça, le monde associe ça à l'acidité. Pourquoi? Parce que là, on va explorer plus des torréfactions différentes que la torréfaction super foncée. Puis expliquer ça comme ça ou de long en large, bien, d'arriver à avoir le temps, tu sais, t'es au comptoir du barista, puis il y a plein d'autres clients en arrière, bien, tu n'auras pas cette discussion-là. Fait que, tu sais, c'est ce que j'essaie de faire, moi, dans le quotidien, parler avec les gens, puis juste démystifier les concepts. T'sais. Même nous, souvent, on va jaser de café, puis on n'a pas le temps de se rendre jusque-là. Je pense que c'est la plus longue conversation qu'on a eue depuis qu'on fait affaire ensemble. Là. Oui, c'est parce qu'on est dimanche, puis on est fermé. Mais c'est ça. Mais comme je te dis, puis... Dans le fond, tout est dans le goût des gens. C'est beau d'avoir des normes, mais tu n'es pas obligé de les respecter. Tu n'es pas obligé de forcer les gens à en boire. C'est ça l'affaire. Moi, je respecte le fait que, regarde, moi, mon café, je l'aime foncé, puis seulement, je veux le boire. Parfait. Ouais. Ben c'est ça. Mais tu parles du café foncé. Souvent, les gens, tantôt, tu parlais là, de Rabbit Hole qui veut faire le meilleur café foncé au monde. C'est un des cafés qu'ils veulent offrir. Je ne vais pas les mettre dans cette palette-là. C'était juste que j'aimais le quote. C'est pour ça que je l'avais parlé. Ah, je comprends ça, mais souvent, les cafés foncés, là, c'est parce qu'on ne se le cachera pas, c'est mauvais pour les équipements. Là. C'est dur. C'est dur sur les équipements, sur les moulins, puis on a souvent des gens qui Café huileux. Café huileux, exactement. Fait qu'aussitôt qu'on s'en va là, c'est plus difficile. Mais ça a la mauvaise, je dis mauvaise presse, mais c'est souvent les gens, un café torréfié foncé, c'est un café qui a été brûlé, c'est pas bon. Mm-hmm. Mais c'est pas ça, on peut aller chercher un paquet de saveurs là-dedans aussi. Là. Il y a tellement de possibilités, autant qu'il peut y en avoir dans le café qui est torréfié plus pâle. Ouais. Nous, ici, on en a quelques-uns, puis on voit vraiment là, que les gens, surtout ici au Québec, là, les gens ont une connaissance, exemple, du torréfaction française qui a été offert longtemps par plusieurs grosses compagnies, mais le goût est resté. Mm-hmm. Les gens vont rechercher ce goût-là, de l'amertume, le chocolat noir, ces choses-là. Ils vont aller vraiment chercher ça. Fait que ça, je trouve que c'est intéressant. Puis les gens, quand on réussit à baisser la température de la machine, alors, on réussit vraiment à aller chercher encore une palette de goût insoupçonnée là, de ces cafés-là. Ouais. J'ai même déjà quelqu'un dans le monde du café, parce que Café Aga, pour ne pas les nommer, font un Kenyan AA noir. Puis une personne m'envoie un message, elle me dit « Mais pourquoi le torréfié noir? » Mais parce que le Kenyan AA, c'est un café de spécialité, selon moi, là, parce que il n'est pas transigé à la bourse, c'est transigé c'est des enchères, donc c'est celui qui mise le plus qui le reçoit. C'est comme ça qu'ils font l'acquisition de leur café. C'est pour le Kenyan AA, je sais que c'est comme ça que ça fonctionne, mais ce café-là, il y a un goût vraiment particulier là, que tu n'es pas capable d'aller chercher. À la base, si le grain est bon, peu importe la torréfaction que tu vas faire, même si tu le rends noir, ça va être un café d'exception pareil. Mm-hmm. Maintenant, je sais que toi, tantôt, tu parlais de chiffrier, puis tout ça. Je sais que tu en fais un pour les produits d'entretien aussi.
Quand je magasinais, juste pour comprendre l'entretien, ouais, vas-y, je t'écoute. L'entretien de la machine, je vais juste faire un petit préambule à ça. Souvent, les gens négligent ça. Ouais. Puis moi, ça ne me dérange pas. Nous aussi, ça nous fait plaisir parce que souvent, on les reçoit en atelier. Je dis pas, c'est pas vrai que ça nous fait plaisir. On aimerait bien mieux que les gens aient une machine qui fonctionne. Ouais, c'est ça. Comprendre que quand tu achètes un truc haut de gamme, il y a un price tag pour l'entretien aussi. Oui, c'est ça. Une Porsche, le service au garage, il va te coûter cher. Là. Effectivement, mais souvent, les gens, ça va être quelque chose qu'ils vont négliger, qui ne prendront pas le temps de le faire. Puis ça, c'est pire au niveau des systèmes de lait. Là, les gens, comme tu disais tantôt, veulent appuyer sur un bouton, tout va se faire tout seul, la machine va s'auto-nettoyer, puis elle va se resserrer tout seul dans l'armoire. Ça ne marche pas comme ça, mais les gens, souvent, c'est ce qu'ils vont rechercher. Des gens comme toi là, qui sont vraiment amateurs de café et qui vont être prêts à le faire. Il y en a, mais c'est une minorité. Fait qu'au niveau des entretiens, pour la plupart des machines, évidemment, il y a le détartrage à faire. Toi, est-ce que tu utilises un produit en particulier? Puis avant de te demander ça, le vinaigre, c'est pas une bonne idée. Okay. Ça endommage votre machine. Okay. Ça mange les joints dans la machine. Fait qu'on évite d'utiliser le fameux vinaigre. Le CLR pour faire le ménage correct dans votre machine. Si tu savais, les gens qui l'utilisent, là, on en a ici déjà. J'ai pris du CLR pour faire mon détartrage. C'est bien, il est encore là pour t'en parler. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'il a apporté sa machine ici. Non, mais ça doit être toxique. Fait que, tu sais, ça, c'est je comprends qu'il y a un mythe à essayer de comprendre comment tu enlèves la calcaire. Ben oui, c'est ça. Je peux comprendre. Là. De toute façon, on ne détarte pas plein de fois dans l'année, à moins que tu aies un eau vraiment dur. Là. Ça dépend des équipements. Il y a des équipements, mais aujourd'hui, c'est de plus en plus rare qu'on va détartrer souvent parce qu'évidemment, les machines se sont perfectionnées pour les machines automatiques. Puis, dans les machines manuelles, toi, est-ce que tu l'utilises, la pochette adoucissante? Oui. Oui, c'est sûr que pour moi, c'est la base. Là. Parce qu'il y a souvent des gens qui... Parce que moi, même moi, au début, j'étais plutôt sceptique à savoir la pochette adoucissante. Est-ce que ça fait vraiment effet? Puis après avoir fait certaines recherches, ça a un impact sur l'entretien, ça a un impact sur le goût. Là. Ça, c'est vraiment un autre sujet. Le goût aussi, oui. J'ai fait des recherches sur l'eau, puis je te dirais qu'il y a des choses d'intérêt à savoir sur l'eau qui vont favoriser l'extraction du goût. Mais là, on était dans l'entretien plus. Là, la pochette adoucissante, c'est un go-to pour moi, c'est important. Oui, c'est ça. Je pense que c'est le minimum. Après ça, le détartrage, c'est important de le faire aussi. Ouais. Le pire ennemi de votre machine, c'est le calcaire. Si vous laissez le calcaire s'emparer de votre machine assez sévèrement, ça va vous occasionner des bris. Puis souvent, c'est eux autres qui coûtent le plus cher. Des fuites, des tuyaux qui vont briser, des choses comme ça. L'eau n'est pas assez chaude parce que l'élément est bourré de calcaire. Ouais. C'est toutes des choses qu'on voit ici et qui, je pense, sont importantes de prendre soin. Là. Mais ça, c'est l'entretien moyen terme, en sens que c'est une fois ou deux par année. Ouais. Mais l'entretien régulier, c'est vraiment le backflush qu'on appelle en anglais. Là. Je ne sais pas c'est quoi en français d'ailleurs, le bon terme. Là, pour les machines qui ont le rinçage. Ouais. Avec le filtre aveugle, j'ai pas trouvé backflush. Le rinçage avec le filtre aveugle, c'est accepté. mais c'est surtout les machines qui ont une valve de retour d'eau. C'est important de le savoir si on en a une, là, parce que s'il n'y en a pas, il y a certains modèles qui existent sur le marché qui n'en ont pas. Puis si vous le faites, vous allez l'endommager à la machine. Exact. Puis là, d'ailleurs, j'ai expérimenté récemment là, sur les groupes que je suis. Je pose la question, à quelle fréquence vous le faites? Moi, je le faisais un petit peu trop souvent. Là. Je le faisais une fois par semaine avec le détergent. Avec le détergent, même si tu m'avais dit, j'ai dit, non, peut-être aux 2-3 semaines. Genre, moi, je vais nettoyer ça. Là. Mais finalement, non, 3 semaines, c'était plus 3-4 semaines, selon le nombre de cafés que tu prends. Puis, mais au départ, je l'avais peut-être pas fait assez vite. Les premières semaines, la machine, à un moment donné, ça a carrément bloqué. Là. C'est important de le faire. Puis de goût. Des fois, quand je le fais, mon backflushing, là, tu vois une grosse différence entre la shot d'avant et la shot d'après. Tout à fait, parce qu'à chaque fois qu'il y a du café qui est accumulé là, dans notre groupe, veut pas, ce café-là va être cuit encore et encore et encore. Fait que c'est sûr que ça va venir à un moment donné, plus qu'il y a de café, plus ça s'accumule, plus ça va changer ton goût. Ouais. Ça, c'est officiel. Puis tu as parlé du détergent, ça, c'est une chose qui est très importante. Quand vous faites votre backflush, la moyenne qu'on doit faire, c'est 5 fois 5 secondes avec le produit. Mais ce qui est encore plus important, là, c'est de le faire au moins 5 fois 5 secondes avec juste de l'eau. Oui. Parce que ce produit-là, c'est un produit en poudre puis qui va, à l'occasion, remonter à l'intérieur du groupe. Puis il y a certaines fois que ça va obstruer, selon certaines machines, des fois, c'est un ressort avec un plongeur qui va s'infiltrer un morceau de ce détergent-là. Pour les E61, tu parles peut-être plus? Non, dans n'importe quelle machine, on l'a vu. Dans les E61 particulièrement, il y a encore plus de pièces qui travaillent, donc le rinçage est encore plus important, mais n'importe quelle machine peut être susceptible
qu'il y ait du détergent qui remonte en haut. OK. C'est bon, fait que puis à part de ça, pour l'entretien, des fois, les gens vont négliger souvent la fameuse douchette. oui. D'ailleurs, je regarde pour faire un upgrade de la douchette, là, mais ça, j'ai fait des recherches pour savoir si c'est quoi le gain. Parce qu'ils font comme les paniers. Il y a des paniers de compétition qui disent avec des trous plus uniformes, qui va faire une meilleure dispersion, tout ça. Puis là, ben, la douchette en haut aussi, apparemment, il y a la même chose. Là, ce que j'ai remarqué, c'est que mes doses, je les faisais peut-être pas assez grandes. Là, j'ai fait plus grande, puis il y a beaucoup de café qui reste collé en haut. C'est ça. Ça, c'est important après chaque shot de le nettoyer, ça, parce que, comme tu dis, là, ça cuit, là, ce café-là. Puis ça prend pas des heures et des heures. Là. Si tu laisses la machine allumée, 20-30 minutes après. Là, si vous faites juste laisser votre porte-filtre sur la machine, vous allez voir, il vient excessivement chaud. Fait qu'il arrive avec la même chose avec le café qui reste emprisonné. Exact. Donc, ce nettoyage-là est important. Puis le remplacer, j'ai l'impression qu'il faut le remplacer aux années. Moi, je suis rendu à 1 an. Le joint, oui. Le joint. Mais la douchette... la douchette, il y a le nettoyage qui est possible avec le même détergent qu'on utilise là, pour les backflush. Ça, on peut le nettoyer assez régulièrement, là, pas une fois par semaine. Non, mais moi, je lave à cette heure à l'eau, puis je prends ma brosse, puis je le nettoie. Là, tout à fait. Ça, c'est une après chaque extraction, je m'assure qu'il n'y a pas de résidus de café. Là. Puis, les douchettes de plus haut de gamme, là, IMS en font, puis VST, je pense qu'ils en font aussi. Puis je pense qu'il y a un coating dessus qui fait que le café colle moins dessus. C'est un des avantages très intéressants. Là. Mais pour la dispersion de l'eau, pour avoir une meilleure dispersion globale de ton eau, là, ça peut être aussi un truc à considérer. On vient tout juste d'en rentrer en inventaire. On n'a pas eu le temps de faire de tests, rien. On a rentré un petit peu en inventaire justement pour faire des tests. Mais on vous reviendra éventuellement là, avec les résultats. On n'a pas eu le temps. On en discutera. C'est ça, exactement. Tu as parlé de l'eau tantôt. Sujet souvent que même nous autres aussi, on ne pense pas, là, mais la qualité de l'eau est super importante au niveau du goût. Nous, de où est-ce qu'on est situé, on a beaucoup de gens qui vivent en milieu agricole. Donc, l'eau n'est pas nécessairement toujours de très bonne qualité. Ça aussi, ça vient changer le goût. Des fois, là, il y a certaines personnes qui vont être mieux d'aller s'acheter de l'eau en bouteille plutôt que de consommer l'eau qu'ils ont à la maison. Tout à fait. Il y a un gros engouement là, pour le Third Wave Water qu'ils appellent. L'idée, c'est surtout tu veux juste favoriser ton extraction. Des recettes d'eau avec les bons minéraux, la bonne concentration de minéraux. Là. Je ne veux pas aller trop là-dedans, mais je trouve que c'est poussé un peu loin. Mais en fait, ce que tu veux contrôler surtout, c'est la dureté de ton eau. Là, parce qu'il y a un truc qui s'appelle le buffer alcalin. Puis ce buffer-là, c'est lui qui va nuire à ton extraction. Fait que si tu ne le connais pas bien, si tu ne le maîtrises pas bien, si tu ne sais pas si ton eau est trop dure ou pas, la dureté de ton eau va empêcher vraiment une extraction. Tu ne pourras pas soupçonner des fois la subtilité de saveur que tu laisses dans ton précieux grain de café. Donc, je pense qu'il ne faut pas négliger. Tout dépendant du prix que tu as payé, oui, ça peut être un précieux grain de café, effectivement. Mais ce qui fait que d'une ville à l'autre, selon la qualité de l'eau ou selon la dureté de l'eau, tu peux avoir des goûts différents. Là. Fait que je pense que ce pas une mauvaise chose de tester. Puis souvent, je pense que les manufacturiers mettent des testing strips là, pour tester la dureté de ton eau. Là. Puis moi-même, je suis coupable, je ne l'ai même pas fait encore, puis je veux le faire. C'est un truc que je veux regarder. Là. Je vois un petit. Je pense que c'est ce que je recommande pour tout le monde, c'est d'y aller un petit pas à la fois. Tu ne peux pas tout adresser, toutes les panoplies de paramètres que tu peux contrôler. Mais après ça, quand tu en touches un nouveau, tu touches un nouveau filon, tu dis OK, j'ai autre chose ici d'intéressant. Non, tout à fait. C'est un apprentissage continuel. Puis si vous prenez ça juste d'un morceau, oubliez ça. Là, vous allez mettre la machine de côté, vous allez dire je suis pas bon, je suis pas capable, puis ça va s'arrêter là. Mais je pense que c'est là qu'on faut comprendre que l'espresso avec les machines manuelles, c'est un hobby. C'est plus un hobby. Oui. Si tu veux aller jusque-là, si tu veux juste faire des extractions quotidiennes, OK, mais je pense que tu en laisses beaucoup sur la table. Il y a beaucoup d'argent investi pour le retour que ça va te donner, alors que si tu le considères comme un hobby et tu t'investis, bien là, tu vas en tirer un grand bénéfice. Ouais, mais pour le commun des mortels, c'est plus, je pense, l'option je l'extrais tous les jours puis j'en laisse sur la table. Ouais. Souvent, les gens vont se contenter de ce qu'ils ont dans la tasse. Mais tu sais, les personnes aussi coffee geek que toi sont plus rares. Il y en a, mais c'est pas une majorité. Des gens, la plupart vont faire comme tu as dit. Puis il y en a même, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont s'acheter une machine Nespresso pour la semaine, puis ils vont se garder ça en hobby, comme tu dis, pour la fin de semaine, avoir le temps de le faire. Ouais. Parce que si vous achetez une machine expresso manuelle puis vous voulez faire ça à la course, je suis un peu d'accord avec toi, ça ne marchera pas. Une fois que ta recette est bien établie, que tu es dans le même café, pour moi,
je prends la machine, puis ça me prend le temps d'extraction. Quand tout est bien, mais c'est oui, c'est ça, exactement. D'avoir ta recette, puis de contrôler tes paramètres. Pour quelqu'un qui change jamais de café, qui prend tout le temps le même café, ça peut être quelque chose de beaucoup plus facile. Aussi, effectivement. Parce que tu n'as pas à changer la moussure de ton moulin, tu n'as pas à changer un paquet de paramètres, tout ça. Fait que ça peut être plus facile pour une personne qui utilise tout le temps le même café. Mais même l'été, on le voit à l'occasion, là, on est même pour le même café, tout le temps le même moulin avec la même machine. On est même obligé de réajuster les moulins avec le niveau d'humidité qu'il y a dans l'air. Des fois, même ça, juste ça fait changer. Tout à fait. Est-ce qu'il y avait d'autres sujets que tu avais notés que tu voulais discuter avec nous aujourd'hui? On a fait le tour, je pense. On a fait le tour? Oui. Parfait. Fait que je suis bien content de t'avoir reçu. Écoute, merci. Moi, parler de caféine, je peux en parler la journée longue. Fait que tu nous as éclairé, tu nous as amené un point de vue un peu différent par rapport à notre vision des choses à nous. Ça, j'apprécie énormément ça. On a établi une certaine tradition dans nos balados. On pose toujours la même question à nos invités en terminant. C'est pas une question piège. Je l'attends. On veut tout simplement savoir si tu avais la chance présentement de prendre un café avec un artiste ou une personnalité publique, politique, ça serait qui et pourquoi? Personnalité publique, politique. Bonne question. Ou quelqu'un pour qui tu as une grande admiration. Honnêtement, là, moi, j'ai tellement trippé sur ce que Danny Martel de Brûlerie du Quai à Carleton fait. Là, j'ai juste hâte d'aller m'asseoir avec lui en Gaspésie et prendre une tasse de café. Moi, c'est surtout, si je vais prendre une tasse de café avec quelqu'un, c'est vraiment, OK, on va parler de café. Là. Ça va rester dans le même sujet. Mais effectivement, les gens de Brûlerie du Quai font des choses qui sont super intéressantes. Ils vont chercher souvent des micro-lots. Nous tiennent informés via infolette, tout ça. Sont quand même. Ils s'intéressent à la Cup of Excellence, puis ils vont chercher des lots. Là. Non, ils sont pas dans ce qu'ils font. Oui, fait que ça serait ton choix. Oui. Ben, ça va arriver, je suis sûr que je vais le rencontrer éventuellement. Là. Je suis sûr. Les gens ici au Québec, surtout quand ils ont une entreprise, là, sont vraiment super fiers de ce qu'ils font et de ce qu'ils ont. Fait que je suis certain qu'il va être disponible. Puis si jamais il entend le message. Peut-être tu vas avoir une invitation à aller prendre un café. Mais encore une fois, je te remercie. Merci à toi. Puis à une prochaine. Yes.